Quand un gouvernement ressuscite la peine capitale, ce n'est jamais anodin. Au Burkina Faso, ce retour fracassant de la sanction suprême résonne comme un coup de tonnerre dans l'orage d'une crise sans précédent. Que dissimule vraiment cette décision soudaine ? Pourquoi un État qui avait naguère fait le choix courageux d'abolir la peine de mort revient-il sur ses pas et s'arme à nouveau de la sanction la plus redoutée ? Faut-il y voir un sacrifice ultime pour la survie nationale ou bien un danger mortel pour la liberté ? Ce choix, loin d'être anecdotique, ouvre une brèche qui pourrait bouleverser non seulement la justice, mais l'âme même du pays. Jeudi dernier, dans un climat d'urgence et de violence, les autorités burkinabées ont surpris tout le pays en annonçant le rétablissement de la peine de mort. En l'espace de quelques heures, toutes les rues d'Ouagadougou bruissaient de conversations inquiètes. Les radios locales, d'habitude concentrées sur les bulletins agricoles ou les résultats sportifs, interrompaient leur programme pour donner la parole à des experts, militants, citoyens ordinaires. Abolie il y a 6 ans, après des décennies de débats passionnés et d'engagements internationaux, la peine capitale revient, mais vise désormais des crimes précis. Trahison, aide aux groupes armés, divulgation de secrets mettant la nation en péril. Ce choix ciblé n'est pas anodin. Il trace une frontière entre l'ennemi intérieur et la nation à défendre, mais qui définit vraiment ces frontières ? La nouvelle a immédiatement secoué l'opinion. Certains y voient une défense nécessaire de la sécurité nationale, un rempart contre les trahisons qui minent l'État. D'autres, au contraire, dénoncent un bond en arrière, un danger pour les libertés et les droits humains. Dans les quartiers populaires de la capitale, des débats s'animent jusque tard dans la nuit. Un vieux commerçant s'indigne. On nous enlève d'abord la paix. Maintenant, on veut enlever la vie à ceux qui ont peur ou qui parlent trop fort. À l'inverse, une mère de famille, dont le fils a dû fuir un village menacé, déclare « Si la mort fait peur aux traîtres, qu'on l'applique, ils arrêteront de vendre notre pays. » Le gouvernement, lui, reste muet. Pas d'explication, pas de détails. Juste une annonce sèche, laconique, délivrée à la sortie d'un conseil des ministres, laissant la population dans l'incertitude et faisant naître peur, rumeurs et soupçons. À la télévision nationale, les visages sont fermés, les mots pesés. Cette absence de communication officielle nourrit la spéculation. Dans certains quartiers, on chuchote que de hauts responsables auraient été victimes d'une trahison récente. D'autres évoquent la découverte d'un vaste réseau d'informateurs au sein même du gouvernement. Les rumeurs, comme souvent dans les périodes troublées, deviennent aussi puissantes que les faits. Derrière cette mesure, c'est bien plus que la justice qui vacille. Chaque citoyen voit désormais sa vie, sa liberté, son avenir suspendus à la volonté de l'État. L'équilibre fragile du Burkina Faso est en jeu, et peut-être son point de non-retour. Pour un enseignant du secondaire, cette annonce fait ressurgir les souvenirs douloureux des années 80, quand la répression politique était monnaie courante. Pour une nouvelle génération, c'est la première fois qu'un tel débat s'impose avec autant de gravité. Jusqu'où un État peut-il aller pour survivre ? Cette question brûlante s'impose à tous. Pour en saisir l'enjeu, il faut revenir au contexte explosif qui a mené à cette décision extrême. Le pays tout entier, depuis plus de 7 ans, vit sous la menace constante des groupes armés. Les attaques se sont multipliées, le tissu social s'est effiloché, les institutions se sont fragilisées. Mais cette crise n'est pas qu'une addition de violence, elle est aussi le résultat d'un long processus d'usure de la confiance, d'érosion des repères, de peur diffuse qui s'infiltre dans tous les aspects de la vie quotidienne. Le climat de peur et d'insécurité ne cesse de s'aggraver depuis plusieurs années. Retour sur les événements qui ont poussé le gouvernement à choisir la voie la plus radicale. Depuis 2017, le nord du pays est devenu un champ de bataille quotidien. Des villages entiers sont désormais coupés du monde. Les routes, autrefois artères vitales, sont devenues synonymes de guet-apens. Les convois humanitaires avancent lentement, escortés et anxieux. Chaque déplacement expose à la peur, chaque nuit à l'incertitude. Ce climat d'insécurité permanente use les habitants et alimente une urgence collective, agir coûte que coûte. Sous cette pression, l'État burkinabé a tenté diverses stratégies, adopté des réformes, réorganisé ses forces de sécurité. Des opérations militaires d'envergure ont été lancées, parfois avec le soutien de partenaires internationaux, mais les résultats sont mitigés. Pourtant, le sentiment d'impuissance demeure. Les progrès sont fragiles et la menace, elle, ne faiblit pas. L'exemple du village de Djibo illustre bien cette impasse. Encerclé pendant des mois, privé de vivres et de soins, il n'a dû son salut qu'à une intervention risquée de l'armée. Intervention qui a coûté la vie à plusieurs soldats et n'a pas suffi à rétablir la sécurité durablement.
Peu à peu, la peur de perdre le contrôle du territoire se mêle à l'angoisse de voir la cohésion nationale voler en éclats. Les communautés, jadis unies, cèdent à la méfiance. L'État, acculé, se voit sommé de protéger à tout prix une nation vacillante. Les enjeux dépassent la sécurité immédiate. C'est la survie même de l'État et la sauvegarde de ses valeurs démocratiques qui sont en jeu. Un élu de la région du Sahel résume l'état d'esprit. Si nous échouons, ce n'est pas seulement la carte du Burkina qui changera, c'est l'idée même que nous pouvons vivre ensemble. C'est dans ce contexte d'urgence extrême que le gouvernement a pris une décision radicale, rétablir la peine de mort pour les crimes considérés comme les plus graves contre l'État. Pour beaucoup, cette mesure marque un tournant périlleux. Si l'inaction condamne la sécurité et l'unité nationale, la tentation autoritaire menace, elle aussi, de saper les piliers de la démocratie burkinabé. L'histoire n'est pas avare d'exemples où des lois d'exception, nées d'une crise réelle, se sont muées en instruments de domination durable. Mais alors que la lutte contre les groupes armés capte l'attention, une autre menace, plus sournoise, commence à s'insinuer dans le pays, minant lentement ses fondations. Derrière la façade des mesures d'urgence, des voix s'élèvent, inquiètes de voir la démocratie céder à la logique de l'exception. Jusqu'où ira le gouvernement pour restaurer l'ordre ? Dans les universités, les professeurs de droit rappellent que la constitution burkinabé protège les droits fondamentaux, même en période de trouble. Pourtant, la tentation de l'efficacité immédiate séduit de plus en plus de citoyens lassés par l'insécurité. Quand l'ennemi ne frappe plus seulement de l'extérieur mais infiltre le cœur de la nation, quelle riposte reste-t-il ? Le danger s'est fait invisible, se glissant dans les couloirs des institutions, s'installant au sein même de la société burkinabé. Les arrestations pour complicité avec l'ennemi se multiplient. Dans certains villages, l'accusation de trahison suffit à déclencher des représailles, parfois sans preuve concrète. Depuis plus d'un an, les attaques ciblant les forces de sécurité se succèdent avec une efficacité glaçante. À chaque embuscade, la même question revient. Comment l'ennemi anticipe-t-il les mouvements officiels ? Peu à peu, la vérité éclate. Des informateurs, dissimulés parmi les civils, les fonctionnaires, parfois même dans les familles partant de soldats, transmettent des renseignements vitaux aux groupes armés. Un soldat, sous couvert d'anonymat, confie. On ne sait plus à qui faire confiance. Parfois, la fuite d'informations vient de là où on s'y attend le moins. La trahison n'est plus marginale. Elle s'est organisée, enracinée. Les secrets d'État s'échappent non seulement par appât du gain ou corruption, mais aussi par conviction, rancœur, peur. Le fragile tissu de confiance entre administration, armée et population se désagrège fil après fil, laissant place à la suspicion et à la peur. Dans certains cas, des familles entières ont été déplacées après qu'un de leurs membres a été accusé de collusion avec l'ennemi. Le climat de dénonciation rappelle les heures sombres de la guerre froide, où la délation devenait une arme à double tranchant. Face à cette infiltration rampante, les sanctions existantes semblent soudain dérisoires. Les traîtres, conscients de la lenteur de la justice et de la faiblesse des moyens étatiques, agissent sans crainte. Les procès traînent, les peines tombent trop tard ou pas du tout. Pour beaucoup, la justice n'a plus la force de dissuader. Plusieurs dossiers sensibles dorment dans les tiroirs du tribunal militaire, faute de moyens d'enquête ou de protection des témoins. Ce dilemme n'est pas unique au Burkina Faso. Dans l'histoire, d'autres nations menacées ont adopté des mesures extrêmes. Lois d'exception, restrictions de liberté, retour à des peines radicales. Quand la survie nationale vacille, l'État avance parfois sur la corde raide, sacrifiant des principes au nom de la sécurité. Lors de la guerre d'Algérie, la France avait instauré des tribunaux d'exception, tandis que les États-Unis, après les attentats du 11 septembre 2001, ont adopté le Patriot Act, restreignant fortement certaines libertés civiles. Mais jusqu'où aller ? Trop peu d'action, et c'est l'effondrement, la perte du territoire, la généralisation de la trahison. Trop d'autoritarisme, et ce sont les libertés fondamentales qui s'éteignent, la méfiance qui s'installe, la démocratie qui chancelle. Où fixer la limite pour ne pas céder à la tentation du tout répressif ? Dans les années 80, plusieurs pays africains ont connu des dérives similaires. L'Éthiopie de Mengistu, le Ghana sous Rawlings, ou encore le Nigeria militaire, où la peine capitale avait servi à museler toute opposition. Dans cet état d'alerte, le gouvernement a pris une décision choc, rétablir la peine de mort. Abolie il y a 6 ans, elle revient désormais pour les crimes jugés les plus graves contre l'État. Mais cette mesure extrême peut-elle vraiment enrayer la spirale de la trahison ? Ou risque-t-elle au contraire de diviser le pays, d'alimenter la peur, d'éroder la démocratie burkinabé ?
Pour le gouvernement, la restauration de la peine capitale se veut un signal fort. Il s'agit, nous dit-on, de rétablir la dissuasion. Mais déjà, des voix s'élèvent. Jusqu'où ce choix peut-il pousser le pays ? Les associations de défense des droits humains rappellent que, dans la plupart des pays ayant rétabli la peine de mort en période de crise, les résultats ont été mitigés et les abus fréquents. Une loi d'exception peut-elle vraiment rester passagère ? L'histoire démontre souvent l'inverse. Ce qui commence comme un rempart contre le chaos glisse insidieusement vers une habitude dangereuse. En Turquie, l'état d'urgence décrété après le coup d'État manqué de 2016 a duré plusieurs années, justifiant la répression de centaines de milliers de personnes. Au Chili, sous Pinochet, l'exception a servi à étouffer toute opposition pendant près de 2 décennies. Aujourd'hui, la peine de mort vient d'être rétablie au Burkina Faso. Officiellement, elle ne doit s'appliquer qu'aux crimes les plus graves contre l'État. Mais qui garantit que cette frontière restera fixe ? À chaque vague de peur, la tentation grandira d'élargir la liste des actes punissables. Un avocat burkinabé met en garde « Aujourd'hui, ce sont les traîtres. Demain, ce sera qui ? Les journalistes, les syndicalistes, les étudiants en grève ? D'abord les traîtres, puis les opposants, ensuite les manifestants. À la fin, toute voix critique pourrait être menacée. L'histoire contemporaine de plusieurs pays africains l'illustre. Des mesures d'exception instaurées au nom de la sécurité ont souvent servi à étouffer l'opposition, à bâillonner la presse, à intimider les citoyens. Au Cameroun, la loi antiterroriste a été utilisée pour emprisonner des journalistes. En Égypte, les lois d'exception ont permis des milliers de détentions arbitraires. Une fois la porte ouverte, chaque crise devient un prétexte pour resserrer l'étau. Les journalistes déjà sous surveillance risquent demain d'être accusés de divulgation d'informations sensibles, les opposants politiques assimilés à des ennemis de l'État. Et qu'adviendra-t-il du citoyen ordinaire qui ose critiquer le gouvernement ? Si la définition des crimes s'étend, nul n'est vraiment protégé. Dans l'histoire récente de la Gambie, l'élargissement progressif de la notion d'atteinte à la sûreté de l'État a conduit à des exécutions expéditives et à la disparition de toute voix dissidente. C'est ainsi que l'exception finit par engloutir la règle. Au nom de la sécurité, on rogne sur les libertés, persuadé que ce sacrifice sera temporaire. Mais l'urgence d'aujourd'hui nourrit souvent la répression ordinaire de demain. La Hongrie, au début des années 2020, a voté des lois d'urgence contre la pandémie, aujourd'hui utilisées pour réprimer l'opposition politique. Renoncer à un peu de liberté pour plus de sécurité paraît raisonnable quand la peur domine. Mais à quel prix ? Une société qui accepte de restreindre ses droits fondamentaux au nom de l'efficacité finit par perdre ce qui la rend forte et solidaire. Les exemples de l'Afrique du Sud sous l'apartheid, des États-Unis lors de la chasse aux sorcières macartistes ou du Rwanda pendant le génocide montrent comment la peur peut justifier l'injustifiable. L'histoire du Burkina Faso montre que la démocratie ne se protège pas en faisant taire ses critiques, mais en leur donnant voix. Pourtant, le danger est bien réel. Chaque citoyen pourrait être accusé arbitrairement, simplement pour avoir exprimé une opinion ou dénoncé une injustice. On se souvient du cas de Norbert Zongo, journaliste assassiné pour avoir osé enquêter sur des affaires sensibles. Alors comment empêcher que l'exception ne devienne la norme ? Comment défendre la nation sans renier ce qui la fonde, la liberté, la justice, le droit de s'exprimer ? Car la vraie sécurité ne s'obtient que par la confiance et le respect des droits humains. L'exemple de la Tunisie, où la société civile a joué un rôle clé dans la préservation des libertés après la Révolution, prouve qu'il est possible de conjuguer sécurité et démocratie. Mais la question demeure, qui sera le garant de ces limites et comment s'assurer qu'elles ne glissent pas insensiblement vers l'arbitraire ? C'est là que commence le vrai défi pour la société burkinabé. Une société civile forte, des médias libres, une justice indépendante, voilà les remparts contre la dérive. L'expérience du Sénégal, où la mobilisation citoyenne a permis de freiner les tentations autoritaires, montre la voie. L'histoire l'enseigne, la peur a souvent servi de prétexte à l'irréparable. Mais un autre chemin est-il possible ? Au Burkina Faso, le retour de la peine de mort ne pose pas seulement la question de la punition, mais celle de l'âme même de la société. Lors des heures sombres de la dictature argentine, la société a fini par se révolter contre les disparitions et les exécutions sommaires. Cela rappelle que le peuple, même dans l'adversité, peut choisir la résistance. Dans toute démocratie, les contre-pouvoirs sont essentiels. Une presse indépendante, capable d'enquêter sans être muselée, reste le premier rempart contre les dérives. Quand la société civile se mobilise, elle peut alerter et rappeler à l'ordre, même dans la nuit la plus noire.
Au Burkina Faso, des mouvements citoyens comme le Balai citoyen ont déjà incarné cette vigilance lors de la chute du régime Compaoré. Pourtant, la vigilance doit aller plus loin. Il faut définir précisément ce qu'est un crime grave contre l'État. Les infractions doivent être strictement encadrées, connues de toutes et tous. Sinon, n'importe quelle voix dissidente ou critique légitime risque d'être criminalisée. Un comité indépendant d'experts pourrait être mis en place pour surveiller l'application de la loi et prévenir les abus. La justice ne peut pas être sacrifiée sur l'autel de la peur. Un procès équitable, le droit à la défense, la transparence des procédures, ces principes distinguent la justice de la simple vengeance. Même en période d'urgence, ils doivent rester inaltérables. Rappelons que l'abolition de la peine capitale en 2018 avait été saluée par la communauté internationale comme une avancée majeure pour la justice burkinabé. Le passé l'a prouvé, les mesures d'exception prolongées rongent la confiance entre l'État et la population. Toute restriction extrême doit être limitée dans le temps, réévaluée régulièrement et levée dès que la menace diminue. Faute de quoi, un climat de suspicion et de peur durable risque de s'installer. Au Libéria, après la guerre civile, le retour progressif à l'état de droit a nécessité la suppression des lois d'exception et la réhabilitation des victimes. Mais le véritable test arrive après la crise. Saura-t-on restaurer les libertés, abroger les lois d'exception, relancer le débat public ? La résilience du Burkina Faso dépendra de cette capacité à tourner la page sans perdre son âme. Les exemples de l'Espagne post-franquiste ou du Chili démocratisé montrent qu'il est possible de restaurer les droits, mais que cela demande courage et volonté politique. Échouer à ce moment critique, c'est accepter que l'exception devienne la norme, que la parole s'étouffe et que les institutions chancellent pour des décennies. Réussir, en revanche, c'est prouver qu'un pays peut se défendre sans renier ses valeurs. Ce choix, chaque génération doit l'assumer, car il conditionne l'avenir sur plusieurs décennies. Le choix d'aujourd'hui façonne l'avenir du Burkina Faso. Comment demain la nation regardera-t-elle ce tournant ? Dans 5 ans, la jeunesse qui observe aujourd'hui grandira avec le souvenir de cette décision. Les écoles enseigneront-elles la peine de mort comme un remède ou comme un poison ? Les familles endeuillées par l'insécurité auront-elles trouvé la paix ou bien vivront-elles dans la crainte d'un État devenu trop dur, trop sourd à leurs appels ? Reste à comprendre comment la société burkinabé va-t-elle réagir à cette nouvelle réalité ? Et qu'est-ce que cela révèle de la démocratie face à la peur ? Les prochains mois seront décisifs. Les débats dans les assemblées, les forums citoyens, les réseaux sociaux façonneront la mémoire de ce moment. Plusieurs scénarios sont envisageables. Un sursaut démocratique, avec un encadrement strict de la loi et une mobilisation citoyenne, ou bien une glissade progressive vers l'autoritarisme, si la peur continue de l'emporter sur la raison. Dans 5 ans, la peine de mort sera-t-elle le dernier bouclier de l'État ou le tombeau silencieux de sa liberté ? Cette question, aussi tranchante qu'un éclat d'obus, force chaque citoyen à dépasser la peur immédiate pour regarder en face le pays que l'on façonne, loi après loi, nuit après nuit. L'expérience du Maroc, qui maintient la peine de mort dans les textes sans l'appliquer, montre que le choix n'est jamais définitif et que la société peut toujours revenir vers plus d'humanité. Aujourd'hui, le Burkina Faso franchit une ligne que l'on croyait à jamais effacée. La peine capitale, abolie il y a 6 ans pour réaffirmer le choix d'une justice humaine, revient, portée par l'urgence et l'angoisse, pour protéger l'État d'ennemis jugés implacables. Mais ce remède d'exception ne risque-t-il pas de s'installer durablement jusqu'à devenir la nouvelle norme ? Dans la tempête, il est tentant de troquer un peu de liberté contre une promesse de sécurité. Pourtant, chaque renoncement, même temporaire, ronge les fondations du pacte social et efface peu à peu ce que l'on pensait inaltérable. La dignité, la justice, le droit à l'erreur et jusqu'au droit de vivre. Les juristes rappellent que la dignité humaine est un principe inaliénable, consacré par les grandes conventions internationales. Certains applaudissent la main ferme, convaincus qu'elle restaurera l'autorité et freinera les trahisons qui saignent la nation. D'autres, inquiets, redoutent que l'exception devienne habitude, que la frontière entre justice et répression se brouille et que demain, l'histoire se répète sous de nouveaux masques. Le souvenir de l'ère Sankara, où l'idéal révolutionnaire avait parfois débordé sur la répression, plane encore. Face à ce tournant, la société burkinabé doit rester réveillée. Une loi votée dans l'urgence peut devenir, sans bruit, la routine d'une oppression banalisée. La question dépasse la peine de mort, c'est le cœur du contrat social qui bat, la confiance fragile entre l'État et son peuple, le choix du courage ou celui de la peur.
L'avenir appartient à ceux qui osent défendre la nuance, refuser la facilité du tout répressif, et exiger des garanties solides pour chaque droit fondamental. Et vous, citoyens, quel avenir voulez-vous écrire? Accepter ce virage, c'est donner à la sécurité le poids de toutes les autres valeurs. Le refuser, c'est risquer le désordre, mais garder vivant l'espoir d'une démocratie où chaque voix a du prix. Les choix individuels, les prises de parole, les engagements associatifs pèseront sur la balance de l'histoire. Le destin du Burkina Faso se joue maintenant, dans l'ombre de décisions qui écriront l'histoire. À chacun d'interroger, de prévenir, de débattre. Car se taire face à l'exception, c'est peut-être laisser s'éteindre la flamme même de la liberté. Le choix n'est pas simplement d'être pour ou contre la peine capitale. Il s'agit de décider du pays que l'on transmettra. Un État solide, mais juste, ou un pouvoir dur sans retour vers l'ouverture. Les exemples du passé, les voix des victimes, les espoirs de la jeunesse, tout cela doit guider le débat. L'heure est son grave, mais elle porte encore l'espoir. À tous aujourd'hui de refuser que la peur serve d'alibi à l'abandon de tout ce qui fait notre humanité. Car l'histoire, au final, ne retient que les peuples qui ont su préférer la justice au ressentiment, la liberté à la peur et la dignité à la vengeance.